Bonjour mes chers auditeurs, je suis excessivement heureux de vous revoir cette semaine et de saluer mes comparses, Daniel Marcelli. Oui, ravi de vous retrouver, vous m'avez manqué. C'était réciproque. Je pense que pour chacun d'entre nous, il y a eu une absence, un manque. Ça ne s'est pas vu. Bonjour Emmanuel. Bonjour Gérard, ravi aussi de me retrouver à côté de ma collègue Daniel. Oui. C'était très masculin la semaine. Ah oui, un peu très macho. Christian. Moi, j'avais beaucoup de mal. Ça faisait un mois que je suis resté sans Daniel et c'était très, très dur. Je te comprends. En tous les cas, pour parler de Daniel, elle va traiter de la Cour d'appel de Paris qui s'est dotée d'une nouvelle chambre spécialisée sur le devoir de vigilance et qui se penche sur le cas Total Énergie, également sur notre ami François Lepape qui se préoccupe du travail qui reste à accomplir au sujet de la lutte contre les abus au sein de l'Église. Il faut en parler, il faut continuer à en parler. Tu parleras des pesticides aussi en se demandant la surtransposition. Ce que c'est que la surtransposition. Tu vas nous expliquer ce que c'est que ce mot étrange. Emmanuel, lui, va nous traiter de l'octroi de mer, parce que la Cour des comptes a sorti un rapport assez explosif, à charge, super charge. Des nouveaux OGM, une variante dans la perfidie des choses. L'ANSES qui prône une évaluation des risques au cas par cas, parce que c'est. Alors que l'Europe, enfin, je ne vais pas déflorer ton sujet. Et tu vas te poser la question de savoir pourquoi il est urgent de mettre en place, et nous allons nous poser la question de mettre en place une sécurité sociale de l'alimentation. Comment on peut manger, comment on est soigné, comment on est traité. Ce n'est pas si bête que ça, ce sujet. Christian, naturellement, va nous parler du bilan économique positif de Joe Biden, parce qu'il voyage beaucoup, souvent, il revient de Miami et tout, donc il pourra nous dire une concreto sur place ce qu'il a vu. Et il va également nous faire un petit sujet intéressant sur l'art, comment maîtriser l'art du bavardage. C'est chouette. Comme quoi. C'est léger, mais en même temps c'est profond. C'est un oxymore. Vous allez m'aider quand même. Il va nous parler des musiques antillaises, un bouquin qui est sorti, un très bon bouquin. Et puis actuellement, on va traiter Grégory Privat, qui est pianiste et compositeur de jazz. Avant l'actualité, je voudrais passer un petit bout de vidéo. C'est mon intervention. J'ai pété les plombs parce qu'il y a un petit groupe d'extrémistes, en fait, qui ont décidé que personne n'a parlé ne parle et qui monopolisent la parole, qui prennent les gens en otage parce qu'ils sont violents, ils sont extrémistes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une équipe de Martinique Première qui venait faire un direct pour le journal. Et ils ont décidé qu'ils ne parlaient pas, ils ne s'exprimaient pas, qu'il n'y avait pas de direct. Et donc ils ont mis leur drapeau devant la caméra. Ils ont insulté l'équipe à coups de moments, d'insultes les plus violentes les unes que les autres. Et je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que l'heure est grave. Lorsque l'on commence à attaquer la liberté de la presse, la liberté de s'exprimer, je veux dire que c'est un pays qui va mal, c'est un pays qui est en danger, d'accord ? Et donc, il fallait s'opposer à ça, et moi, ça m'a fait sortir de mes gonds, parce qu'en plus, ils mettent le drapeau rouge, vert, noir devant la caméra, et en salissant notre drapeau avec de tels comportements. Et ils ont littéralement terrorisé la journaliste, qui ne savait plus quoi faire parce qu'elle était insultée, elle était bousculée, on l'a traitée de tous les noms, le caméraman, le JRI, n'en parlons pas. Et donc, je crois qu'on ne doit pas accepter ce genre de comportement. Il faut chaque fois s'opposer lorsque la liberté de la presse est menacée. Et d'ailleurs, lors du direct, lorsqu'on nous dit avec l'obligation de passer un message, sinon on n'a pas qu'à parler et tout, mais je crois que l'heure est grave, quoi. Ça veut dire que les médias n'ont plus le droit de s'exprimer, on n'a plus rien le droit de dire. Alors, évidemment, on peut reprocher des choses à Martinique la Première, mais est-ce que c'est une raison pour empêcher les gens de parler, pour empêcher l'information d'être diffusée ? Il y a à l'évidence une dérive là que l'on est en train de connaître. Il n'est pas nécessaire de commenter, elle a tout dit. Et naturellement, si on a passé cette vidéo, c'est parce que nous acquiesçons totalement à ses propos. Nous souhaitons que si un caméraman de notre chaîne a des problèmes, que d'autres journalistes, que d'autres communicants fassent de même, que nous relaient les messages. Elle avait effectivement pété les plombs, je reprends son expression, elle était sublime, de toute petite minuscule devant ces personnages qu'il a traités de cochonnerie. Cochonnerie à l'égard d'une femme, quelle injure terrible, hein. Mais ils étaient désorientés. C'était puissant, bravo, nous t'aimons. Actualité.
La Cour d'appel de Paris, une nouvelle chambre spécialisée sur le devoir de vigilance se penche sur le cas de Total Énergie. Daniel, à toi le... Oui, alors je crois que nous avons peut-être eu l'occasion de parler de cette loi. C'est une loi de 2017. C'est une loi qui s'appelle une loi de vigilance. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette loi? Elle oblige les entreprises à dévoiler un plan de vigilance pour la protection de l'environnement et de dire ce qu'elles mettent en place, aussi bien pour les entreprises sur le territoire français que pour les filiales qui se trouvent à l'étranger et pour les sous-traitants. Et pour les pouvoir juger les infractions qui pourraient être commises en violation de cette loi, il y a le tribunal correctionnel de Paris qui a été considéré comme spécialisé dans ce domaine. Et il y a quelque temps, le tribunal correctionnel de Paris a examiné un dossier qui est une plainte portée par un certain nombre d'associations contre Total Énergie, parce qu'ils accusaient Total Énergie de ne pas mettre en œuvre suffisamment d'actions pour pouvoir éviter les gaz à effet de serre, leur augmentation. Et le tribunal correctionnel avait déclaré cette action irrecevable, et la Cour d'appel de Paris, donc il y a quelques jours, examinait cet appel. Alors c'est intéressant. Alors il faut savoir que depuis 2017, il y a eu 15, il n'y en a pas eu beaucoup, il y a eu 15 demandes qui ont été déposées, et le tribunal correctionnel de Paris en a examiné et saisi de 10 dossiers. La plupart du temps, sauf un cas, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré des actions irrecevables. Et d'ailleurs, en même temps que l'action contre Total Énergie était jugée à la Cour de Paris, une action contre EDF pour l'installation, il y a une contre EDF et une contre l'autre contre Suez pour l'eau dans une ville du Chili, et en ce qui concerne EDF, un parc éolien au Mexique. Et donc, ce qui est intéressant, me semble-t-il, il faut retenir, c'est que la Cour d'appel a mis son affaire en délibéré. Donc, on ne sait pas comment elle va se positionner. Est-ce qu'elle va déclarer l'action recevable, c'est-à-dire lui permettant d'examiner le fond, ou bien est-ce qu'elle va confirmer l'irrecevabilité du tribunal correctionnel de Paris? C'est important parce que ça permet de savoir jusqu'où les juridictions sont prêtes à aller. Parce que la loi, c'est quand même un outil qui permet la loi, lorsqu'il y a une infraction, en saisissant le tribunal, ça permet justement de contrer et de contraindre les sociétés qui ne respecteraient pas leurs obligations. Et je crois qu'on ne tient pas compte suffisamment des possibilités que donne la loi. Et parce que, je prends un exemple, sur le même fondement de devoir de vigilance, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la Poste qui était saisi par un syndicat, parce qu'un de ses sous-traitants avait employé des travailleurs irréguliers. Donc, par conséquent, les tribunaux peuvent aller plus loin. Et on attend, parce qu'il y a déjà eu des précédents, on a eu l'occasion d'en parler, du tribunal administratif de Paris, qui a condamné l'État français, en Belgique, même aux États-Unis, où on vérifie la protection à la fois de l'environnement et des humains. Et moi, je crois qu'il faut prospérer sur cette question. Et signalons, pour rester dans l'actualité, qu'il y a 2 jours, il y a un Belge qui a saisi le tribunal de l'entreprise en Belgique contre Total Énergie tout de suite, toujours, pour demander que Total Énergie soit condamné à diminuer la production d'énergie fossile, parce qu'elles sont justement génératrices d'augmentation des gaz à effet de serre. Donc peut-être que c'est lent, mais je pense que par les tribunaux, on peut permettre peut-être de contraindre les sociétés. Rappelons que lorsque les tribunaux se déclarent à la fois compétents, qu'ils déclarent les actions recevables, ils prononcent des amendes qui sont très substantielles. Ouais. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit que l'addiction de l'humanité aux énergies fossiles a ouvert les portes de l'enfer. Amélie. Il n'a peut-être pas tort. Mais on verra. Christian va traiter de la réussite en quelque part économique de Biden, et on verra qu'aux États-Unis, il y a eu un petit un véglage
sur les énergies fossiles et que, bon, l'exploitation du pétrole a recommencé d'ardent. Octroi de mer, la Cour des comptes évoque une taxe à bout de souffle. Ça, c'est vraiment le titre de le film, oui. Oui, l'octroi de mer qui fait encore parler de lui, c'est un sujet qui revient souvent. Inépuisable. Inépuisable. Alors c'est vrai que la France adore les boucs émissaires, aime bien trouver un responsable des problèmes. Et l'octroi de mer, c'est le bouc émissaire idéal parce que on l'accuse d'être responsable de la vie chère, on l'accuse d'être compliqué, comme d'être une taxe compliquée, on l'accuse même d'être une taxe coloniale. Donc c'est un symbole absolument parfait quand on veut, comme on dit, brûler un caille pour un rat. Et c'est peut-être ce qui est en train de se faire avec, avec ce rapport de la Cour des comptes. Alors rappelons d'abord ce que c'est que l'octroi de mer. Très vite, on l'a déjà dit, c'est une taxe qui s'applique sur les produits importés qui sont en concurrence avec des produits fabriqués localement. C'est ça l'octroi de mer. Et c'est une taxe qui a deux fonctions. Une, sauvegarder, protéger l'industrie locale, la production locale d'une part, et d'autre part, venir financer les collectivités locales, les communes en particulier. Et donc, ce sont ces deux volets qui sont observés par la Cour des comptes et qui estiment en effet qu'elle est à bout de souffle. Alors, derrière, sur le premier volet, le volet protection de l'industrie locale, je veux quand même rappeler que de manière très concrète, et ça, tous les observateurs qui tournent autour du monde de l'industrie dans nos territoires l'affirment avec beaucoup de sérénité. L'industrie en Martinique, c'est 8 400 emplois directs. C'est 25 000 emplois indirects. Si demain, l'octroi de mer devait disparaître, c'est tout le pan de l'industrie qui disparaîtrait et notre économie serait, comme d'ailleurs beaucoup d'autres économies des îles voisines, une économie de comptoir où on se contenterait d'importer des produits et nous ne serions plus que des consommateurs. Donc il faut bien se poser la question de savoir si on veut de cette Martinique-là. Pour ma part, j'y suis opposé, pour être tout à fait clair. Je ne veux pas revenir à cette économie de comptoir qui ferait de nous des consommateurs uniquement dépourvus de valeur ajoutée. Donc ça pose un vrai sujet. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réformer l'octroi de mer, mais ça veut dire qu'il faut le faire en ayant la main qui tremble, parce qu'on va toucher à quelque chose qui, malgré tout, aujourd'hui, fait en sorte qu'il existe un tissu industriel relativement tenu grâce au soutien de l'octroi de mer. Donc, qu'est-ce que la Cour dit concrètement? La Cour dit il y a 3 scénarios. Premier scénario, statu quo, on ne bouge pas. Je ne pense pas qu'elle soit en faveur de ce scénario. Deuxième scénario, on efface tout, on balaie tout. Elle n'est pas d'accord non plus parce que là, il y a des oppositions. Et troisième scénario, la voie médiane, on réforme. Et les réformes qu'elle propose, alors il y a des idées intéressantes, tout à fait objectivement. Il y a des idées qui consistent à dire, par exemple, il faut rationaliser les taux. Il y a quand même beaucoup de taux. 16. Ça va jusqu'à 16 taux différents. Donc en effet, c'est compliqué. Donc on peut très bien, avec 3 ou 4 taux, pouvoir faire de cette taxe quelque chose de plus lisible. Elle dit aussi une chose qui est peut-être complexe, mais qui est, je pense, assez intelligente, qui est de dire qu'il faut veiller à réaffecter le produit de cette taxe dans les collectivités, non pas à alimenter à financer le fonctionnement des collectivités, mais plutôt à financer leurs investissements. Autrement dit, faire de l'octroi de mer un moteur de développement économique. Je pense qu'il faut regarder ça, en effet, à condition de régler le problème quand même de fonctionnement des collectivités. Au passage, nous avons des collectivités qui coûtent cher parce qu'elles sont impactées notamment par les 40%. Et donc, je pense que derrière cette réforme de l'octroi de mer peut se poser la question de l'ouverture du dossier des 40%. J'ouvre comme cette parenthèse, mais à un moment donné, le principe de vérité va peut-être obliger chacun à mettre sur la table tous les éléments qui concourent à la vie chère. Et puis, mais derrière ces idées qui sont assez bonnes, il y a quand même, au fond, et ça c'est la partie la plus contestable du rapport, c'est de substituer à terme l'octroi de mer par une TVA locale, et qui s'appliquerait à ce moment-là à la totalité des produits que l'on consomme. Et le calcul d'ailleurs a été fait par ce rapport lui-même, qui consiste à dire si on devait, à périmètre égal, augmenter notre TVA pour compenser la baisse de l'octroi de mer,
notre taux de TVA serait de l'ordre de 20%. 20%. Voilà la réalité. Alors moi, j'ai du mal à comprendre comment on peut lutter contre la vie chère en augmentant une TVA, en doublant notre taux de TVA. Donc ça, c'est une question que l'on doit se poser. Et l'autre question, c'est la TVA, c'est un impôt national qui retourne dans les caisses de l'État, alors que l'octroi de mer, c'est un octroi local qui donne une certaine forme d'autonomie aux finances de nos collectivités. Et à l'heure où on parle de désir d'autonomie, de responsabilité, je trouve que ce serait un recul idéologiquement assez fort que de remettre, que de faire repartir cet argent dans les caisses de l'État. Voilà. Je peux ajouter sur la question de qualifier l'octroi de mer de taxe coloniale, c'est une réalité, puisqu'elle a été créée au XVIIIe siècle, au moment où la Martinique était colonie. Mais, me semble-t-il, il y a un aspect qui, au niveau de la nécessaire réforme, c'est que l'octroi de mer est là pour protéger la production locale. Or, au niveau de la consommation des produits, ne serait-ce que de la consommation courante et la consommation alimentaire, 80% de la consommation locale vient de l'extérieur, d'où l'importance des sommes récupérées par l'octroi de mer. Si on veut promouvoir l'autonomie alimentaire, ça veut dire que nécessairement, on va devoir diminuer les importations et qu'on va percevoir moins de taxes, et donc les collectivités vont percevoir moins d'argent. D'où la nécessité, moi je crois qu'on peut comprendre ça, de découpler la question du financement des collectivités de la question de l'octroi de mer. Moi, je pense que c'est presque du bon sens à l'heure actuelle. Et en fait, il ne s'agit pas de supprimer. Moi, hier, à la collectivité, la ministre déléguée a indiqué très nettement qu'il ne s'agit pas, pour le gouvernement, il ne s'agit pas de supprimer l'octroi de mer, et que le rapport de la Cour des comptes n'était qu'un rapport, ce n'était pas la feuille de route du gouvernement, qu'il s'agit de réformer. Et l'important, et Serge Letchimy l'a rappelé, l'important c'est que ça se fasse avec les acteurs martiniquais, que la réforme de l'octroi de mer ne se fasse pas sans eux. Donc moi je pense qu'il y a un chantier qui est ouvert et qui n'est pas encore terminé. Il y a un passage obligé qu'a signalé Emmanuel, c'est de tenir compte du fait que c'est la seule taxe sur laquelle les autorités locales, le pouvoir public local, a l'illusion peut-être de maîtriser en quelque part quelque chose. Alors si on leur enlève cet avantage, on va créer psychologiquement effectivement un choc qui va tout bouleverser. Alors quant à maintenant tenir compte de l'accouplement, non, le mot n'est pas juste. Le découplage. Le découplage, oui. Entre l'autonomie alimentaire, c'est pas demain. Je vous recommande, j'en parlerai la semaine prochaine, le dernier anti à papier qui parle de l'autonomie alimentaire. Entre la bouche et les lèvres, entre le verre et les lèvres, il y a un chemin pour arriver à l'autonomie alimentaire. On va rester tout longtemps à 20% de production alimentaire, d'autoconsommation, pour arriver un jour en tous les cas, à être un pays prospère tel que l'Amérique, puisque Christian va nous parler du bilan économique reluisant. Généralement, on dit peu reluisant. Et le titre du papier que j'ai trouvé, ça a été un peu étonné, le bilan économique reluisant de Joe Biden. Oui, c'est ça. J'ai envie de dire, c'est un petit paradoxe, parce qu'on le trouve très, très fragile, mais c'est vrai qu'économiquement, il y a des résultats qui sont extrêmement intéressants aux États-Unis. Beaucoup de critères, beaucoup d'indicateurs montrent qu'effectivement, l'économie est au vert, si je puis dire. Absolument. Je vais donner quelques chiffres. À moins de 8 mois de l'élection présidentielle, le chômage baisse considérablement. Oui. Les retombées, par exemple, de l'inflation aussi, l'inflation a baissé beaucoup. Elle était à 9% en 2002, elle est à 1,8%. On dit également que les salaires augmentent au niveau des bas de l'échelle. Au bas de l'échelle, les salaires augmentent. Le pays retrouve une puissance économique qu'il n'avait jamais eue. Et Biden avait souhaité la réindustrialisation pardonnez-moi.
Trump avait souhaité la réindustrialisation des États-Unis et Biden l'a fait. Ouais. Ça, c'est clair. Donc, plus personne aujourd'hui ne parle de stagnation économique. Et on voit bien que les arguments de Trump reposent essentiellement sur l'immigration ou bien sur je vais arrêter la guerre en quelques minutes. Mais il ne parle plus de... Voilà. Alors, beaucoup d'indicateurs, d'une part, les entreprises privées investissent beaucoup. D'autre part, ils ont mis en place, enfin, le gouvernement de Biden a mis en place une espèce de subvention pour pouvoir favoriser les investissements, notamment, tu en parlais tout à l'heure, dans les énergies fossiles, puisque les plans concernant le pétrole aujourd'hui ne reflètent pas, si vous voulez, la préoccupation d'aujourd'hui. Hein. Au contraire, les États-Unis accélèrent dans les investissements. Donc, il y a aussi des investissements étrangers, il y a des consortiums étrangers comme Micron, tout ça, qui viennent aux États-Unis. Et concrètement, aujourd'hui, les résultats économiques sont fondamentaux. En plus, on pourrait considérer aussi que le Mexique, qui est l'État le plus proche des États-Unis, qui a 128 millions d'habitants, 4 fois la superficie de la France, commerce de manière très, très productive avec les États-Unis. Et puis, on sait bien aussi que les Chinois, même dans leur turbulence par rapport aux Américains, les États-Unis constituent un marché extraordinaire pour eux. Donc, globalement, sur le plan industriel, sur le plan du développement économique, les résultats sont très intéressants pour l'équipe à Biden. Il faut dire que ce papier est excessivement rassurant. Parce que quand on voit comment la presse adore secouer l'épouvantail qui est Trump, et on finit par jouer le jeu c'est-à-dire que le monde va être aux mains d'un fou et d'un mégalomane. Quand on lit cette réalité, et surtout que vraiment les planètes s'alignent pour Joe Biden, parce que même dans les secteurs où il n'est pas intervenu directement, notamment sur les salaires et autres, la conjoncture fait que les salaires augmentent parce que les métiers sont tous en tension et que ça monte tout seul sans qu'il ait imposé un salaire minimum, etc., etc., etc. Et on se rend compte que même pour la protection sociale, l'Amérique est excessivement bien placée alors que c'était considéré comme un pays totalement égoïste et qui ne s'occupait pas des plus pauvres en ce qui concerne leur santé. Leur santé. Qu'on n'hésite pas à comparer Biden à Franklin Roosevelt, qui avait créé le New Deal en 1929, ou encore à Lyndon Johnson, qui avait, à la suite de Kennedy, qui avait rétabli des dispositions sociales extrêmement profitables aux masses américaines. C'est sûr que les points sur lesquels certains journalistes appuient, comme les erreurs qu'il fait dans le nom des personnes et tout, à un moment voulu, quand les citoyens américains vont mettre leur bulletin, ils ne vont pas se rappeler de ces états. Mais espérons fort. Nouveau OGM, l'ANSES prône une évaluation des risques au cas par cas et un dispositif de suivi. Ça demande d'expliquer ce que c'est qu'un OGM, c'est quoi l'ANSES, et puis comment on pourra, cas par cas, traiter ça, et puis par rapport à l'argumentation européenne. Bonne chance. Plonge. Oui, alors, les OGM, c'est quoi les OGM, organismes génétiquement modifiés, consistent à rajouter des gènes d'un organisme extérieur dans un organisme que l'on traite. Et donc, c'est par rapport de gènes extérieurs qu'on modifie une plante, un animal, etc. Ça, c'est les OGM. Les NGT, c'est les nouvelles technologies génomiques. C'est différent. Là, on travaille sur le génome existant d'une plante ou d'un animal et on travaille sans apport de gènes externes. Donc, c'est beaucoup moins dangereux, entre guillemets, que la logique des OGM. Et c'est une chirurgie extrêmement fine. C'est un peu comme si vous travailliez, vous étiez un chirurgien et à la place de votre scalpel, vous aviez une aiguille extrêmement fine pour pouvoir manipuler les cellules une à une et les agencer, les enlever, etc. Donc c'est ça les NGT. C'est une intervention sur le génome de manière chirurgicale très fine. Et donc c'est une technologie qui est aujourd'hui est considérée comme la technologie d'avenir pour révolutionner l'agriculture, l'alimentation et même l'environnement. Parce que vous savez que le grand enjeu planétaire, c'est de nourrir 8 milliards, 9 milliards, 10 milliards bientôt d'habitants, et que si on ne renverse pas la table avec des ruptures technologiques, on n'y parviendra pas parce que l'impact aujourd'hui que l'on a sur l'environnement pour pouvoir produire est destructeur. Donc la voie aujourd'hui prometteuse, c'est réellement la voie des NGT. Et pourquoi ça fait peur? Alors, ça fait peur parce qu'on touche aux vivants, on touche à des organismes vivants, et donc il y a probablement une part de risque si on le fait mal.
Et en tout cas, ça justifie d'être fait sous contrôle. Ça, précisément, c'est le rôle de l'Union européenne, c'est le rôle de l'ANSES d'identifier les risques. Et puis, on est aussi dans une culture du principe de précaution, où là, on voit un peu plus facilement le risque plutôt que le bénéfice. Et donc, oui, par principe, chaque innovation nous met dans une part d'inconnu qui justifie une crainte. Donc, c'est tout à fait normal. Mais pour autant, il ne faut surtout pas diaboliser cette technologie, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Enfin, on est vraiment un peu au carrefour de notre humanité, et on a besoin de trouver des solutions pour pouvoir penser l'agriculture de demain. Et ça nous concerne, nous, en Martinique. Je prends le cas de la banane, par exemple. Vous savez qu'on a une banane qui, aujourd'hui, est confrontée à d'immenses difficultés, qui a été longtemps, par son approche traditionnelle, a eu des impacts sur nos sols. Le chlordécone nous le rappelle tous les jours. Depuis 2006, la banane a complètement fait sa révolution environnementale, puisqu'elle est rentrée dans un plan banane durable, qui fait que 20 ans après, elle est devenue aujourd'hui la banane la plus propre du monde, très proche d'ailleurs des technologies, enfin des bananes bio, qui sont bien plus propres que les bananes bio d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, par exemple. Mais pour autant, aujourd'hui, à l'heure où on parle, elle est confrontée à un risque majeur, qui est la cercosporiose noire, qui menace cette filière dans sa vie même, et qui d'ailleurs a anéanti les filières de la Dominique, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent, qui sont des îles aujourd'hui où la banane n'existe plus. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure hors plateau, de l'impact partiel de l'abandon de ces filières sur ces territoires. Et donc, il y a un enjeu vital pour tenir face à ce risque de la cercosporiose. Eh bien, la banane NGT est une réponse. C'est peut-être la réponse la plus raisonnable aujourd'hui si on veut lutter correctement contre la cercosporiose noire. Alors, avec 4 avantages immédiats. 1, on lutte contre cette maladie de manière définitive. 2, on supprime pratiquement 100%, je dis bien 100% des produits phytosanitaires, dès lors que la banane qui sortirait des NGT serait totalement résistante, et ça c'est le projet. 3, on allège considérablement la charge de travail des petits planteurs, qui n'auront plus ce travail de traitement des bananiers. Et 4, on remonte les revenus des petits planteurs, qui aujourd'hui ont la tête sous l'eau, et donc c'est une vraie solution. Et pour pouvoir vous rassurer, c'est que le projet de banane NGT, c'est ce qu'on appelle les NGT catégorie 1, c'est-à-dire la catégorie qui consiste à manipuler le moins de gènes possible et qui est considérée par l'Union européenne et même par l'ANSES comme étant une approche relativement peu risquée, enfin très peu risquée, sur laquelle on peut aller a priori, dans laquelle on peut avancer les yeux fermés. Alors, on parle quand même de problèmes nutritionnels, d'allergénicité, de toxicité ou de risques environnementaux à moyen et long terme ou de risques liés à une modification des interactions avec les animaux, y compris les insectes. Et afin de limiter les différences d'évaluation des risques, il convient de faire très très attention malgré tout. Oui, ça c'est très intéressant. C'est vrai qu'on est dans le monde du vivant, les espèces communiquent entre elles, donc il ne faut pas perturber l'écosystème, mais la science, heureusement, maintenant englobe de plus en plus la totalité de ces aspects pour pouvoir nous permettre d'avancer en sécurité. C'est d'autant plus que les NGT sont beaucoup plus faciles à développer que les OGM et qui peuvent se répandre et être totalement remplacés, substitués. Avec les difficultés, avec les conséquences. Donc c'est un dossier à suivre, mes chers amis. Et nous, en Martinique, la sol agricole diminue. Tiens, c'est dans le dernier Antilla mensuel. Tu parlais d'Historial. On va parler de ces 2 journaux, Antilla et Historial, la semaine prochaine. On va en donner le contenu parce qu'il faut aussi parler du journal d'Eddy. Je dis Eddy parce que c'est cette place qu'il se met, on montre cet endroit, du journal que nous aussi, Antilla, que nous publions. Et il y a un excellent article sur l'autonomie alimentaire. Nicaise, le maire de cette bus, parle, explique, il est très compétent, il maîtrise bien son affaire pour dire que
c'est pas demain, mais il explique tous les investissements, tous les efforts à faire pour qu'on arrive à cette autonomie alimentaire, ou cette subsistance alimentaire. Avec le futur rapport sur la lutte contre les abus, le pape veut comprendre, veut expliquer aussi le travail qui reste à accomplir, parce que c'est pas fini cette histoire. Daniel. Oui, grand écart. Oui, ouais. Nous passons effectivement à la Commission pontificale pour la protection des mineurs. C'est une institution qui a été créée par le pape François en 2014, compte tenu de la situation que connaissait l'Église, qui n'était pas épargnée par les abus sexuels qui étaient révélés. Et donc le pape François décide en 2014 de créer cette commission pontificale. Et cette commission pontificale se réunit régulièrement en assemblée plénière. Et la dernière assemblée plénière s'est tenue du 5 au 8 mars dernier, donc c'est pas vieux, ça fait une semaine. Et au cours de cette assemblée plénière, le 7 mars, il y a eu l'audition du pape François qui est venu indiquer, alors pas directement, il était présent, mais comme il était très enrhumé, c'est quelqu'un d'autre qui a lu son discours, mais dans lequel il indiquait comment il était important non seulement de maintenir et de renforcer l'action de cette commission, mais de prêter une attention particulière à l'écoute des victimes. Il insiste beaucoup sur ce point parce que c'est peut-être jusqu'à présent ce qui ressortait des enquêtes qui ont été faites, c'est que la parole des victimes n'avait pas été suffisamment prise en compte. Donc le 7 mars, le pape François a tenu à dire qu'il insistait sur ce point. Et donc la commission a rendu son rapport le 8 mars, son rapport donc annuel, sur les politiques et les procédures. Et ce qu'il en ressort, c'est que d'une part, il s'agit de renforcer le suivi et des affaires qui concernent les mineurs, mais également, c'est un nouveau volet, la protection des adultes vulnérables. Ça a été ajouté. Et ensuite, cette commission pontificale a indiqué qu'il fallait soutenir et appuyer davantage ce qu'on appelle le projet Memorare. Memorare, c'est un projet qui est, je dirais, plus proche du terrain, parce que ce sont les églises qui sont toutes concernées à travers le monde, et l'effort doit être mis notamment sur la formation de ceux qui sont chargés de recevoir les plaintes, d'écouter les victimes, d'écouter les familles. Et donc, il y a un accent qui a été mis sur cela, sur cette formation, et d'autre part sur le financement, parce que là aussi, c'était insuffisant sur la formation à travers le monde. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, la commission, c'est la vigilance qu'il convient de maintenir sur l'écoute des victimes et le traitement de leur cas. J'ai retenu qu'une dotation de 230 000 € a été tout de suite mise à disposition des diocèses, des églises pauvres qui ne peuvent pas effectivement créer des commissions, mettre en place tout ce qu'il faut, parce que c'est quand même... oui, parce qu'il faut faire appel quelquefois à des professionnels, et donc il faut une formation. Alors les gens doivent se dire, pourquoi ils parlent comme ça de ça, pourquoi ils parlent de l'Église? Un peu comme à l'époque, les gens devaient se disaient, pourquoi ils parlent de l'esclavage et tout ça? Alors je vais expliquer pourquoi je tiens à parler de ça, autant que le journal La Croix, qui est un journal catho, ou bien qu'Aletheia, qui est un site religieux. C'est parce que d'abord, je pense à la situation des pauvres curés qui, eux, pratiquent une chasteté sérieuse, correcte, assidue, et qui sont de vrais prêtres, et face aux turpitudes de ces farceurs qui ont fait 7 ans d'études pour se retrouver dans des situations, pour mettre l'Église dans telle situation. Je pense à eux, et puis je pense qu'en quelque part, c'est un outil comme un autre, l'Église. L'Église est un outil comme un autre, comme d'autres religions, mais comme d'autres philosophies, groupes de pensée, et que s'il n'y a pas ça, la nation, le pays, l'univers sera en bam-bam. Vous savez ce que ça veut dire en bam-bam? Pourquoi il est urgent de mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation? Dans le même ordre d'idée, Emmanuel, sécurité sociale de l'alimentation. Oui, j'imagine que quand on avait lancé la sécurité sociale il y a quelques années, ça paraissait complètement inenvisageable, mais il faut quand même des utopistes pour pouvoir ouvrir les voies. Donc peut-être que cette idée-là qui est en train d'émerger est une utopie fondatrice. Donc il faut s'y intéresser. Alors, elle ouvre des perspectives, elle ouvre aussi des chemins de doute. Donc c'est important de
de regarder ça avec attention. Alors concrètement, ça consisterait en quoi? Ça consisterait à doter chaque citoyen d'une carte, un peu comme une carte vitale, qui serait chargée de 150 € mensuels, qui donnerait accès à des produits alimentaires de bonne qualité. Qu'est-ce qu'un produit de bonne qualité? Là, il faut mettre des critères. Ça peut être des produits bio, ça peut être des produits fabriqués dans son périmètre de vie. Enfin, il y a sans empreinte carbone, etc. Il y a toute une série de critères. Et donc, ça permettrait, si cette mesure était mise en œuvre, de garantir une alimentation saine à la totalité de la population. C'est un projet d'une ambition absolument folle, mais généreuse, en tout cas, dans le droit fil de ce qu'a fait la Sécu quand elle a rendu accessibles les médicaments à tout le monde. Donc pourquoi pas? Pourquoi ne pas imaginer ça? Donc ce serait ça la première vertu. La deuxième vertu, c'est que ça pourrait sans doute contribuer à réorganiser les producteurs alimentaires pour qu'ils collent aux critères imposés par la carte de sécu alimentaire. Donc ça peut aussi avoir un effet bénéfique sur le plan de la production. Et concernant les points de risque, et ce pour quoi on se pose encore des questions, c'est le coût de cette mesure, qui est un coût astronomique, qui aujourd'hui n'est pas à la portée des finances de l'État, malheureusement. Mais bon, une fois que l'idée est plantée, peut-être que des mécanismes vont arriver. Et le deuxième risque que j'y vois, alors c'est un risque. Alors moi qui suis un méchant libéral, je fais confiance aux mécanismes du marché, et c'est vrai que chaque fois qu'on distord, qu'on tord un peu les mécanismes de marché, on peut avoir des effets très négatifs. Et donc il faudra mesurer que le fait d'avoir une distorsion sur les mécanismes de marché pour pouvoir rendre accessibles des produits qui sont fabriqués par des industriels ou par des agriculteurs, que cette distorsion ne vienne pas créer un effet inflationniste, un effet d'aubaine. Voilà, donc ce sont les mesures d'encadrement qu'il va falloir, comme on a pu l'observer d'ailleurs dans le monde des médicaments, où on a bien vu que la sécurité sociale a fabriqué une inflation très forte sur le coût des médicaments, d'autant plus forte que ce n'était pas le consommateur final qui payait le prix, mais c'était la collectivité, et donc le déficit de la sécurité sociale y est pour quelque chose. Mais il y a des mesures qui ont été mises en cause. En tous les cas, je voudrais rappeler que le régime général de la sécurité sociale a été imaginé par les résistants français durant l'occupation et porté par Ambroise Croizat, qui déclare en 1946 devant l'Assemblée nationale, au sortir de la guerre, l'ambition est d'assurer le bien-être de tous, de la naissance à la mort, de faire enfin de la vie autre chose qu'une charge et un calvaire. Moi, j'ai la conviction profonde que la malbouffe, mais ça, il faudrait estimer ça. Il y a des spécialistes qui peuvent le faire. La malbouffe égale surpoids, égale diabète, égale cholestérol, et ça revient à alourdir le budget de la sécurité sociale énormément. Et que peut-être que ce qui est donné en amont, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, permettrait de faire des économies maintenant sur la guérison, enfin, les soins à apporter à des gens qui auront mal mangé ou qui n'ont pas mangé du tout et qui seront excessivement malades. Oui, Madame Marceline. Oui, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, en écoutant Emmanuel et en t'écoutant, de penser à une tradition qui, malheureusement, qu'on a perdue, qui était pourtant un marqueur de notre identité créole, qui est le jardin créole. Et le jardin créole, parce que là, on a accès au gombo, aux tomates, aux haricots verts, et on n'a pas besoin d'un grand terrain. Moi, je me souviens des petites cours des gens dans les villes, dans les couloirs, où il y avait des caisses de morue ou bien des bombes, comme on appelait ça, où les gens plantaient tout ça, et on peut planter sur un petit balcon, on peut porter tout ça. Donc on a une possibilité, moi je crois que c'est une réappropriation de notre culture, de planter et donc de consommer des produits sains qui viendront pour notre alimentation. Comment maîtriser l'art du bavardage? Je confie ça à un bavard, naturellement, Christian, au sens positif du terme. Mais il n'y a pas de vie sans bavardage. Oui. Alors, ton sujet, c'est l'art du bavardage. Je dissèque bien l'art du bavardage. C'est un art. Donc, c'est vrai que parler, c'est une donnée fondamentale, mais en même temps, parler nécessite de la maîtrise. L'organisation des idées,
Le bavardage est appelé en anglais small talk, des conversations courtes. Petites paroles. Alors c'est vrai que avant notre émission, on bavarde beaucoup. Oui. Et quand on bavarde, il y a 1000 idées qui viennent. Oui, c'est vrai. Donc le bavardage est très porteur en matière d'information. Le bavardage permet de découvrir du monde. Quand on dit tiens, monsieur intéressant, madame talent intéressant. Donc si tu veux, le bavardage, c'est vraiment un élément de la vie fondamentale et de découverte. Mais comme on dit, le parler, on va en parler des accords Toltec. Vous vous rappelez des accords Toltec, la parole impeccable. Oui. Parler, c'est un don. Mais parler, ce n'est pas parce que yo quitte parler qu'il faut qu'on dise n'importe qui ça. Ouais. Donc, ni parole inutile, ni monde qui a parlé trop, ni monde qui a parlé ou va en radio. Il y a des termes comme ça. Donc, la parole, le bavardage, tout ça, ce sont des éléments qui doivent être maîtrisés. Qui doivent être maîtrisés et qui doivent permettre aux gens de construire un échange, de mieux utiliser la langue, de se découvrir et de construire la société. Et chacun doit réfléchir parce que l'excès ennuie. Il y a des gens qui parlent vraiment trop. Et quand vous bavardez avec quelqu'un, il y a 1000 situations, il faut toujours savoir à quel moment je peux intéresser l'autre, comment je peux écouter l'autre aussi, parce que le bavardage, c'est l'écoute. Comment je peux relancer l'autre, comment je peux permettre à l'autre de me porter des informations. Enfin, je ne sais pas vraiment quoi dire, puisque Gérard, c'est un sujet qui paraît simple. Alors, vas-y, mon cher ami. Oui, moi, ça me fait penser à un livre que vous avez peut-être lu, qui s'appelle « Sapiens », qui a été écrit par Yuval Harari, et qui dit que la révolution cognitive de l'homme remonte à 80 000 ans, le jour où cet animal bizarre s'est mis à bavarder. Et c'est le bavardage, c'est-à-dire aller sur des sujets qui sont plus loin que de dire « attention, il y a un lion » ou alors « j'ai faim, je vais manger ». Non, sortir du caractère utilitaire du propos pour aller sur des chemins d'évasion, des chemins créatifs, des chemins de l'imaginaire. Et c'est à partir de là que l'homme a structuré une pensée créative, une pensée imaginaire, et qu'il a inventé le monde dans lequel on est, qui n'est fait que de réalité virtuelle, parce que l'argent, c'est une réalité virtuelle. Quand si tu manges ton billet, il ne te nourrit pas. Mais pourtant, on s'est auto-convaincu que c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est ça le bavardage. La question du bavardage adapté à notre milieu insulaire et tropical est que très cartésien, très rationnel. Au début de ma carrière ici, j'étais très agacé par les bavardages des confrères dans la cour du palais, des bavardages qui n'en finissaient pas, des employés du greffe, etc. Et puis il y avait au milieu d'eux des magistrats qui ne parlent pas, qui ne parlent jamais, et qui apparemment ne parlaient même pas entre eux. Et puis plus précisément encore, à l'occasion d'une construction d'une maison, j'étais agacé parce que ça coûte cher une maison. Vous êtes au courant, chez Martiniquais, quoi. Et avec les retards du chantier, j'étais agacé par les conversations fréquentes des artisans qui se succédaient. Et puis comme des fourmis se touchaient les antennes, ils restaient chaque fois parler. Donc le plombier part, il a fini de travailler, et le menuisier arrive et il faut qu'il parle. Bon, mais ouais, et puis, oui, mais enfin pendant ce temps-là, etc. Puis un jour, j'ai eu l'idée de me rapprocher pour savoir ce qu'ils disaient. Mais c'était des échanges d'informations excessivement intéressantes pour eux, pour leur métier, et puis une petite blague à la fin, déstressante, parce que travailler sous le soleil chaud, comme on dit ici, c'est difficile et c'est dur, et j'ai révisé totalement ça. Ici, le studio où nous sommes, nous avons en contrebas un atelier de la CACEM. Et j'entendais leur voix, et ils parlaient tout. Puis je me suis mis un jour, alors ça donne sur les toilettes, excusez-moi, les toilettes donnent sur. Et je me suis mis un jour à les écouter. Mais pendant qu'ils sont en train d'échanger des colibets, des phrases, des taquineries, des choses comme ça, ils bossent, les gars. Ils travaillent, ils échangent des informations. Et c'est entrecoupé de plaisanteries et d'une humeur. Puis c'est excessivement déstressant. Et je crois que lorsqu'on est dans une situation martiniquaise que l'on sait, sur le plan économique, sur le plan relationnel et autres, c'est excellent d'avoir ainsi cet échappatoire. Pesticides, encore grand écart. Les surtranspositions, alors on y va fort. Daniel, surtransposez-moi ça, si vous voulez. Faire ça au pas de course pour laisser du temps à mon petit camarade pour la musique. Oui, simplement, il faut rappeler une surtransposition. Pourquoi on en parle? C'est parce qu'à propos de la crise des agriculteurs, le gouvernement français a dit qu'il faut simplifier les normes, il faut éviter les surtranspositions. Il faut comprendre qu'il faut éviter d'ajouter
aux transpositions que l'Europe ordonne. Alors, il y a un enseignant-chercheur, Dorian Guinard, qui a écrit un article pour dire mais ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça s'appliquant à l'agriculture et aux pesticides. Pourquoi ? Parce que le corpus juridique de l'Union européenne, ce sont les directives, les règlements, les avis, les recommandations, et seules les directives nécessitent une transposition dans l'ordre national. Donc, seules les directives peuvent faire l'objet de surtransposition. Or, s'agissant de l'agriculture et des pesticides, ça relève majoritairement des règlements. Or, les règlements sont applicables directement une fois qu'ils ont été applicables. Donc, par conséquent, ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça. Simplement, il faut, pour qu'on puisse, peut-être qu'on aura l'occasion de le traiter une autre fois, il y a quand même un pouvoir, l'ANSES dont tu parlais, qui est l'Agence nationale pour la sécurité et la santé, indique bien qu'elle a des possibilités par les autorisations de mise sur le marché de pouvoir de ne pas accepter que des produits soient mis sur le marché. Donc des produits qui ont des molécules, par exemple, s'agissant du glyphosate, dont il y a toute une... Quand un produit a une combinaison, la molécule du glyphosate avec autre chose, et que l'ANSES considère qu'il y a un cocktail qui est explosif, elle ne donne pas l'autorisation. Mais ça n'est plus de la surtransposition, c'est de la sous-transposition. Et pour être complet, les juridictions judiciaires peuvent justement être saisies pour dire que l'ANSES, en accordant une autorisation, n'a pas respecté le principe de sécurité. Jingle, musique. Mes félicitations à l'esprit de synthèse de Daniel, en demandant la technique de nous faire crédit. On va nous rendre ça après, de 2 ou 3 minutes de plus, pour que Christian puisse traiter d'un bouquin intéressant, en 2 mots, ou en 4, ou en 5, ou en 6, et puis ensuite de Grégory Privat. Oui, effectivement, je me permets de saluer 2 amis qui m'ont offert ce livre, Claude et Marianne, pour mon anniversaire, Les musiques antillaises. J'ai trouvé ça formidable. Et j'ai parcouru le livre, je trouve que c'est une très bonne production, je le recommande, parce qu'il a l'avantage de partir de très loin des origines de la musique antillaise, c'est l'histoire, et puis il a l'avantage aussi de découper par décennies les mouvements, les mouvements musicaux. Celui de Stelio, celui de Mavunzi, celui de... Voilà. Et puis jusqu'en arrivant aujourd'hui au contemporain, à Jacob Desvarieux, au zouk et tout et tout. Donc c'est un livre que je recommande parce que il me semble que l'auteur s'appelle Marc Dufour, que je ne connais pas, je pense qu'il est peut-être métropolitain, je crois qu'il est réalisateur, mais je trouve que c'est un livre qui est très très intéressant, vous pouvez le retrouver dans les librairies et faire l'acquisition. Grégory Privat. Voilà. Alors voilà, je parle aujourd'hui de Grégory Privat, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, parce que entre autres, il a reçu le prix Django Reinhardt, meilleur musicien de France. Ouais. Alors, je dois vous dire que dans les 3 meilleurs musiciens de France, il y a 2 Antillais. Il y a Arnaud Dolmen qui est second et Grégory Privat le premier. Donc c'est quand même très important. Et Grégory Privat, c'est vraiment ce que j'appelle un extraterrestre, parce que sa musique est de notre monde. Il est dans les cosmogonies, comme on dit. Il est très très loin. Et Grégory Privat, c'est un jeune, alors c'est le fils de José Privat qu'on est, voilà, le pianiste de Malavoie. Et Grégory, il a fait des études d'ingénieur électrotechnique, il est très 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 branché, et puis il a tout laissé. Ouais. Il dit, je vivais dans un 60 mètres carrés, maintenant je vis dans un 20 mètres carrés, mais je fais ma passion, c'est ma musique. C'est ma musique. Alors on va parler de lui, mais on va surtout l'écouter. Oui. Je vous propose une première vidéo pour écouter Grégory Privat. Ça, c'est dans un studio qui était au Grand Boulevard à Paris en 2020. Okay. Il a commencé le piano à l'âge de 6 ans. Et après, il a fait 10 ans de musique classique. Mm-hmm.
Il était élève au lycée de Bellevue et il était très, très, très bon élève. Et quand il est parti, encore une fois, son père lui avait toujours dit, mon fils, essaie de rester dans ton métier d'ingénieur. Parce que la musique, on sait bien, c'est très audacieux, c'est très fragile. Mais vous savez, la passion, c'est la passion. Et Grégory, quand il joue, il vous exprime cette passion. On a eu l'occasion de l'accueillir. Vous savez, enfin, quand on a fait le premier festival Big in Jazz, il y avait Grégory Privin, il y avait Maher Boura, il y avait également le guitariste là, Mon Désir. Tous ces jeunes-là qui sont déjà pétris de l'histoire de Marius Cultier, de tous ces gens, de tous ces artistes, ils ont continué. Alors, on va écouter un deuxième titre qui s'appelle Kikoté, dans une production qu'il a faite il y a quelques années. Il produit beaucoup, hein. Il est à son 8e album, parce que même si la technologie ne permet pas la commercialisation, enfin, en tout cas la rentabilité des produits, mais il est dans une dynamique permanente. Alors il participe dans beaucoup de festivals, en France, en Europe. Il a beaucoup de formations, il a travaillé avec beaucoup de gens, dont Font Nicolas, musicien guadeloupéen, il a travaillé avec un musicien zaïois. Vraiment, c'est un gars qui est partout, qui est américain, voilà, absolument. Et donc, on va écouter un troisième titre qui s'appelle Black Lives, hein, dans le concept Black Lives Matter, dont on a parlé beaucoup. Et voilà, je vous propose d'écouter Grégory de nouveau. Voilà, Jacques Schwarzbart, que vous avez vu. C'est vraiment de la modernité. On voit bien qu'il y a le soubassement dans la tradition rythmique de chez nous. Mais voilà, ce sont des gens qui vont à l'universel. Alors, dans ses chansons aussi, parfois, parce qu'il chante aussi, hein, il chante aussi en créole. Il a fait aussi un texte sur Siparis de Saint-Pierre pour pouvoir montrer, en fait, c'est son ancrage, quoi. Et donc, lui, très jeune, il a été influencé par Miles Davis, par Wayne Shorter, et puis, bien évidemment, par José, son papa, qui nous faisait un petit coucou. On va écouter un autre titre de Grégory, puisqu'il a créé un label aussi qui s'appelle Boudam Jazz. Ça, c'est son label. Alors, ça fait comme Bouddha, mais en même temps, c'est Boudam. Voilà. Donc, je vous propose d'écouter un nouveau titre. Je ne me rappelle plus c'est lequel, mais enfin, partageons-le. Quand j'étais étudiant, j'écoutais Keith Jarrett. Et je trouvais ça éblouissant. Eh bien, on a ça chez nous. Ah oui, oui. Parce que c'est pas simple hein, de piano ça. Solo. Piano solo fait un concert. Donc ça, c'est Piano Mania qui s'est passé à Paris. Voilà. J'aimerais vous citer aussi quelques propos qu'il dit qui sont intéressants. Hein. Il dit je veux aller vers mon âme d'enfant. Surtout pas me contenter de répéter une formule. Il dit également, la musique est ma spiritualité
Et si je monte sur scène, c'est pour trouver ce point que cherche à atteindre Sonny Rollins, John Coltrane et bien d'autres musiciens. Ce point mystérieux, mais ce point de l'exutoire, de l'extase, et voilà. Voilà. On va écouter encore une fois Métamorphose, qui exprime bien aussi sa philosophie. Voilà. Alors, le 20 mai prochain, il sera au Grand Carbet du Parc Floral, en trio, avec Chris Jennings, que vous avez vu à la contrebasse, et Thilo Bertolo, le griffeur pilote, qui est toujours avec nous. Et donc, je vous invite à venir voir ça. C'est de la grande musique, c'est de la belle musique, c'est de la musique d'émotion, c'est de la musique de talent, c'est de la musique de performance. Voilà. Un dernier mot de lui, on doit admettre que la peur fait partie de l'aventure, surtout dans le jazz. Si l'on veut garder un art vivant, il faut savoir bifurquer. Grégory Privat. Merci. Oui, magnifique aussi, l'appréciation de Christian. Une information que je donne aux amateurs de jazz, j'ai découvert par hasard sur la FM une station de jazz, pure jazz, qui s'appelle Magnet Jazz, qui ne donne que du jazz. Et puis le jeudi soir, un peu de latin jazz. Cherchez Magnet, trouvez Magnet et puis restez collé sur Magnet. Alors, plus besoin de streaming, plus besoin de Spotify, plus besoin de Deezer et autres. On a chez nous ici des gens qui font l'effort de nous donner de l'excellente musique. Et en quelque part, je me dis qu'il faut remercier le monsieur qui est à ma gauche. Alors sur l'écran, ça fait droite, mais en réalité, là, c'est l'arrêté, il est à ma gauche, qui a mis une graine, c'est une dame qui est à ma droite, qui a mis une graine en terre qui s'appelle la Begin Jazz, qui fait que maintenant, il y a à l'Atrium le 7 avril, on va en parler. Laisse pas finir mon idée. Qui a mis une graine en terre, qui a donné maintenant tout un public et des jeunes qui montent une station FM consacrée uniquement au jazz. Merci, M. Boutan. À la semaine prochaine, mes amis. Bye bye. Et merci à vous aussi. Vous êtes géniaux aussi. Attention, pas qu'il est jaloux. Au revoir, mes chers téléspectateurs. Merci à l'équipe pour les quelques minutes de rable, comme on dit vulgairement, qui nous ont été allouées généreusement par nos techniciens. À bientôt.